d'un nouveau chapitre de notre histoire. Distingués invités, la réforme institutionnelle et sa gouvernance sont des enjeux cruciaux pour le renouvellement de la classe politique congolaise. Le Congo, avec ses richesses naturelles et son potentiel humain, doit faire face à des défis majeurs en matière de gouvernance, de transparence et de responsabilité. La création d'un avenir qui respecte les aspirations de tous les Congolais. Mesdames et messieurs, chers orateurs, le renouvellement de la classe politique dépend de notre capacité à rassembler nos forces et à agir avec détermination. C'est un appel à la mobilisation citoyenne, un appel à tous les Congolais. Sérieux par rapport à l'implémentation du programme. C'est pour ça qu'on a désormais des premiers ministres commissaires d'État qui ne sont que des simples commissaires. Mais au fond, ces premiers ministres, en réalité, ils ne jouent plus le rôle qu'ils devraient jouer parce que le président se dit mais c'est moi qui ai été élu, monsieur. Quand il n'était pas élu, et donc laisse que moi j'exécute. Et bien c'est comme ça que vous avez à la présidence des conseillers qui exécutent des projets qu'on appelle les projets du président. Alors qu'on ne peut pas avoir dans un état sérieux, sauf dans un état bananier, ce qu'on appelle programme du président et programme du gouvernement. Du pouvoir judiciaire. Au terme de l'article 149 de la Constitution, on vous dira que le pouvoir judiciaire est indépendant du pouvoir exécutif. Mais une question, mesdames et messieurs, comment peut-on parler de l'indépendance du pouvoir judiciaire qui consacre l'organisation et l'exercice du pouvoir en République du Congo, en son chapitre premier, dit ceci. En fait, ce chapitre limite le nombre des institutions à 4. Il y a l'institution président de la République, l'institution parlement, l'institution gouvernement et les cours et tribunaux. De ces 4 institutions, les 3 premiers sont politiques, mais le 4e n'est pas politique. Donc la thématique qu'on aborde aujourd'hui, c'est en rapport avec la modernisation des institutions politiques. Mais compte tenu de l'abondance de la matière, je ne vais pas m'étendre sur toutes les institutions politiques. Je prendrai le Parlement, puisque je la maîtrise mieux. Proposition de modernisation. Je suis donc en train de finir. Il me reste combien de minutes? 5 minutes. Voilà, je termine en 5 minutes. Voilà, je vais faire des propositions de modernisation, ou des réformes de l'institution Parlement. J'ai dégagé 4 principes liés à la modernisation ou à la réforme que je voudrais partager avec vous. Et je pense que les 4 principes ne sont pas exhaustifs et que chacun parmi vous pourrait pousser plus loin la réflexion pour en proposer d'autres. 1. Moderniser ou réformer est une nécessité inhérente à la vie de tout homme et de tous ceux qui entourent l'homme. C'est un besoin naturel pour tout homme de se moderniser, mais aussi c'est un besoin pour ceux qui entourent l'homme de pouvoir connaître un côté. 2. L'idée principale dans tout processus de réforme, c'est l'amélioration. Lorsqu'on parle de réforme, on parle d'amélioration. On ne parle pas de réforme pour réguler. On ne parle pas de réforme pour dégrader. On parle de réforme pour améliorer l'état d'une chose. Donc tout ce que nous disons, ou tout ce que nous appelons réforme dans le pays, devrait naturellement nous pousser vers un développement. Troisièmement, toute vraie réforme rencontre de l'opposition. Toute vraie réforme rencontre de l'opposition. Lorsqu'il y a une réforme qui arrive et qu'il n'y a aucune opposition à cette réforme-là, ça veut dire qu'il n'y a pas de réforme. Toute réforme doit faire mal. Voilà pourquoi aujourd'hui le ministre de la Justice a des problèmes parce que les réformes qu'il apporte fait mal.
La réforme que je voudrais vous continuer aujourd'hui, comme j'ai dit, c'est principalement au niveau du Parlement où nous proposons, déjà dans notre projet de société, en tant que parti politique, nous avons proposé le retour à un Parlement monocaméral. Le Parlement bicaméral coûte extrêmement cher à la République démocratique du Congo. Notre réforme, ou la proposition de réforme que nous apportons, c'est le retour au bicaméralisme. Pardon. De conserver la mémoire parlementaire de tout ce que nous avons emmagasiné comme débat à l'Assemblée nationale, débat au Sénat. Aujourd'hui, nous sommes incapables de vous les mettre à disposition. Pourquoi? Parce que le Parlement n'a pas réussi à numériser les archives. Le Parlement n'a pas réussi à numériser toute la documentation produite. Les députés qui posent des questions, ils remplissent la salle. Dès que tu poses une question qui embarrasse un peu le ministre, ils te disent on t'attend dehors. Et vraiment, en fait, on ne comprend pas. Mais le problème, et il y a même un collègue qui l'a rappelé aujourd'hui dans le groupe, il a dit aux collègues députés, vous qui empêchez les ministres de venir répondre aux questions parlementaires au sein de l'Assemblée nationale, sachez bien que pour la population, le fautif, c'est toujours les députés. La population ne s'occupe pas du ministre. Pour lui, c'est moi j'ai voté pour toi. C'est à toi de rendre compte devant moi. Il ne s'occupe même pas du ministre. Et ça, c'est vraiment une question. Alors, sur la question, sur le même registre, nous venons tous des partis politiques. Il y a la partitocratie, comme on le dit, le pouvoir qui passe par le parti politique. C'est vrai qu'il y a des technocrates toujours qui arrivent à se placer ça et là, mais en réalité, nous venons des partis politiques. Et qu'est-ce qui se passe au niveau du parti politique? C'est la formation. Combien de partis politiques ont ce qu'on appelle l'école du parti, où l'on forme les futurs cadres, où l'on apprend aux militants les fondamentaux de la vie politique. Moi, je n'ai pas fait le droit, moi j'ai fait le journalisme. Mais lorsque je suis arrivé à l'Assemblée nationale, j'ai pris du temps pour apprendre. C'est comment on intervient, comment on écrit les textes et tout ça. Pourquoi je l'évoque? Parce que en fait, c'est une logique avec le rendement parlementaire tout entier. Et c'est ce qui emmène cette population dans la pauvreté parce qu'elle ne sait pas à quel sens se vouer, elle n'est pas bien payée et souvent même, elle n'a même pas d'emploi. Et c'est ce qui emmène la population à la corruption parce qu'aujourd'hui, nous avons 90% de la population qui sont corrompus parce qu'à tout prix, ils veulent voir comment réunir les deux bouts du mois. Et tant que le politique congolais, ça je le dis en conclusion, que tant que le politique congolais ne saura pas faire la différence entre l'argent de l'État et l'argent de sa propre poche, nous continuerons toujours à entrer dans ce trou qui nous emmènera jusqu'en enfer. Parce qu'aujourd'hui, lorsqu'on donne de l'argent pour une ligne budgétaire qui doit être allouée par rapport à ce qui doit être fait dans notre pays, le politique, lui, se dit qu'il va d'abord prendre cet argent pour construire ses immeubles, pour installer sa sous-maman, pour pouvoir mettre sa famille dans les conditions et peut-être s'il veut, dans sa volonté ou pas, les miettes qu'il pourra utiliser pour faire ce qui est assigné pour le bien-être de la population congolaise. Voilà pourquoi nous disons que l'État doit privilégier l'intérêt général et le sens du bien-être commun. Je dis et je vous remercie.